Alors, on va commencer l'événement. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Flavie Allais, je suis conseillère en communication à l'Obvia. Je vous souhaite la bienvenue au lancement de l'état de la situation sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Je remercie toutes les personnes présentes aujourd'hui dans la salle, notamment les membres du comité scientifique et les comités exécutifs de l'Obvia, les chercheuses, les chercheurs membres et une partie de l'équipe opérationnelle de l'Obvia. Je voudrais également saluer les personnes qui nous rejoignent en ligne aujourd'hui. Je sais qu'on a pas mal de personnes qui sont connectées sur Zoom de différents pays. On a des gens qui nous rejoignent notamment du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la France, de l'Espagne, du Mexique. Donc ça nous fait très plaisir de voir que les travaux de l'Obvia rayonnent à l'international. Alors, juste pour vous rappeler le déroulement de l'événement aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité d'écouter une présentation de Joël Pinault, et puis qui laissera place à un panel de discussion sur la santé, l'éducation et l'environnement avec plusieurs membres chercheurs. Transformation numérique, ça c'est notre business, on fait partie des agences gouvernementales, mais là il m'arrive avec le chapeau de la transformation numérique du FRQ, de notre propre organisation. D'un seul coup se pose la question de dire waouh, quels outils d'intelligence artificielle, pour quels collaborateurs, comment, avec quels paramètres, quelle sécurité, quelle collaboration, super user, pas super user. Comment est-ce qu'on fait pour amener toute une organisation dans ce sens-là? D'un seul coup, les questions qui se posent sont des questions bien différentes de quelle application je vais utiliser demain matin sur mon téléphone. C'est les questions d'un gestionnaire responsable face à l'évolution de sa communauté de travail. Ça, c'était le deuxième chapeau. Le troisième chapeau, c'est le chapeau de la citoyenne. Comme tout un chacun ici, on est aussi des citoyens. Et la citoyenne que je suis se pose souvent la question de dire comment je vais faire avec mon esprit critique. Mon esprit critique qu'on m'a inculqué depuis que je suis arrivée, qu'on m'a enseigné à cultiver quand j'étais sur les bancs de l'école, qu'en quelque part je continue à cultiver comme professionnelle. Comment peut-il, comment doit-il évoluer avec cette accélération que nous amène l'intelligence artificielle? Et une autre question, peut-être un petit peu plus égocentrique, qui est vais-je être, suis-je déjà dépassé? Comment est-ce que je peux m'acclimater? Comment est-ce que je vais être capable d'embarquer dans l'ensemble de ces outils qui débarquent autour de moi? Donc tous ces chapeaux, et j'espère ne pas être trop narcissique quand je les expose, sont vraiment ceux qui me font me dire que le cahier qui est lancé aujourd'hui, qui a été constitué par l'Obvia, ce cahier sur l'état de la situation, sur les impacts sociétaux et l'intelligence artificielle du numérique est d'une importance complètement incroyable et j'espère qu'on y trouvera les questions à tous les chapeaux que je viens de positionner. Je pense qu'il permet d'avoir une vue d'ensemble sur les connaissances actuelles qu'on va avoir à la fois dans les domaines de l'éthique, dans les domaines du droit, de la santé, de l'éducation, du travail, de l'environnement, les arts, les médias, la diversité culturelle. J'espère n'avoir oublié aucun des 7 secteurs couverts par l'Obvia. Donc cet ouvrage nous donne un bon portrait neutre et contemporain. Et le mot contemporain ici est absolument intéressant, je crois, parce que le contemporain, quand on parle d'intelligence artificielle, est quasiment dans l'immédiateté, tellement ça va vite. Donc ce portrait neutre et contemporain qui vont nous permettre, dans les 3 chapeaux, j'espère, de mieux appréhender, et ce avec confiance, les changements qui s'en viennent, et ce basé sur les avancées de la recherche. Et avant tout, mon premier chapeau qui me fait lever le matin, je pense que c'est quand même celui de directrice scientifique et comment on peut soutenir la recherche. Alors, je suis pas mal fière comme FRQ de contribuer à ce genre de réflexion, de production. Je voudrais rappeler qu'au FRQ, c'est tous les secteurs qui s'intéressent à ces évolutions-là. Janice, Louise, Rémi,
On parle à la fois de secteur et d'intersectorialité et on est tous engagés dans cette évolution. Je pense que le soutien à l'Obvia et la conception de l'appel d'offres qui a généré l'Obvia dès 2018 en témoignent. Je pense que le Québec et le FRQ et vous tous et toutes avez aussi fait preuve de leadership en montrant qu'il fallait absolument renouveler cette initiative. On en est à 21,5 millions de dollars investis dans vos travaux et je pense pas trop me tromper que ça va certainement continuer parce qu'on en a besoin pour encore un bon bout de temps. Alors j'espère être une représentante convaincue, j'espère être une représentante convaincante de l'importance du dialogue, de l'importance de la réflexion, de l'importance de la mise en œuvre, les trois devant absolument être intersectoriels, dont on a besoin pour faire de l'IA une véritable ressource qui va être, comme vous l'inscrivez dans le cahier, au bénéfice de nos sociétés respectueuses de leur diversité. Il est absolument évident que la contribution des sciences humaines et sociales en représente un élément clé. Je pense que vous ne seriez pas assis dans cet amphi et vous ne seriez pas en ligne si vous n'en étiez pas convaincus. Mais ça doit se faire et je pense que cela se fait en parfait arrimage, et c'est ça la beauté de la chose, avec les disciplines qui sont dites technologiques. Je pense qu'il va falloir conclure. Je n'ai pas encore vu Guillaume qui me fait un signe, mais il ne va pas tarder à me dire « Oui, Carole, tu y es ». Alors, je vais conclure en disant que j'espère que cet ouvrage va être largement utilisé parce qu'il faut continuer à positionner, à développer nos principes éthiques, parce qu'il faut continuer à sensibiliser, éduquer ou en tout cas contribuer à l'éducation du public, parce qu'il faut promouvoir une gouvernance qui soit transparente et inclusive. Mais pour ma part, je vais être égoïste et je vais être de celles qui vont en faire une utilisation première. Vous pouvez compter sur moi. Il est absolument clair que dans les jours qui viennent, je vais lire le document du début jusqu'à la fin. Et si vous ne me croyez pas, sachez ce pourquoi je vais l'utiliser. Ça fait 1 an maintenant que je milite pour que dans chaque équipe de recherche qui s'intéresse au développement numérique, on arrive avec une approche que j'appelle YELS. Je viens du monde de la génomique, j'ai volé la nomenclature. YELS, c'est comment collectivement on peut s'intéresser aux enjeux éthiques, environnementaux, économiques, légaux, sociaux, créés par les avancées de rupture que nous générons, la génomique il y a 20 ans, l'intelligence artificielle aujourd'hui, et j'ai la ferme intention d'installer un cadre de cette nature-là dans tous les programmes de recherche qui seront financés par les FRQ. Alors j'ai besoin de votre ouvrage pour le faire de façon intelligente. J'espère qu'il aura un grand succès et je suis confiante qu'il va avoir un grand succès. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Carole. Alors, notre invité aujourd'hui est membre de l'Obvia, mais pas seulement. Professeur agrégé, titulaire d'une bourse William Dawson à l'université McGill, où elle co-dirige le laboratoire de raisonnement et d'apprentissage. Membre également du corps professoral de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et titulaire d'une chaire en IA Canada CIFAR. Et vice-présidente de la recherche en IA chez Meta, où elle dirige l'équipe FAIR, Fundamental AI Research. Je parle évidemment de Joëlle Pinault et je vous invite à prendre la place pour votre présentation. Merci beaucoup, Joëlle. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, de participer à cette discussion, cette conversation. C'en est une parmi plusieurs, mais je pense qu'elle est très importante. Et puis, depuis plusieurs années déjà, l'Obvia joue un rôle important au niveau de la société québécoise, mais aussi au niveau des communautés internationales pour l'idée de diriger le dialogue sur ces questions importantes que sont les impacts sociaux de l'intelligence artificielle. Alors, on m'a demandé de faire un peu le portrait de la situation comme je le voyais aujourd'hui. Évidemment, on aura l'occasion de discuter en panel de plusieurs enjeux, mais je vous donne un petit topo juste pour voir certains des enjeux qui se posent à nous. D'une part, comme chercheur, quand on s'engage dans cette carrière-là, on s'engage dès le début avec cette vision de construire le monde de demain.
d'imaginer ce qui serait possible de résoudre des problèmes clés pour la société. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous faisons depuis plusieurs années. Ceci dit, c'est quand même assez particulier de se retrouver dans une situation où est-ce que les travaux qu'on fait sont en train de bouleverser la société de façon profonde et généralisée, plutôt que de façon beaucoup plus localisée. Quand j'ai commencé au début à faire de l'intelligence artificielle, évidemment, on visait à changer le monde, mais de façon beaucoup plus précise et ciblée avec des outils très techniques. Et puis, de plus en plus, dans les dernières années, on a été appelés tous, chacun d'entre nous, peu importe notre discipline, pour autant que notre travail touche au domaine de l'IA, à vraiment avoir un point de vue beaucoup plus large sur cet impact-là et à se positionner sur comment on allait faire avancer la conversation et développer les outils pour le faire. On essaie de voir un petit peu où on s'en va là, sur cette trajectoire-là. Voici un des graphiques. J'aurais pu en choisir plusieurs, mais je trouve celui-ci assez intéressant. Ça vient d'une publication qui s'appelle AI Index, publiée annuellement, qui nous montre vraiment comment la situation évolue. Puis dans ce cas-ci, on nous montre la taille des modèles d'intelligence artificielle qui sont développés. Derrière ça, il y a toutes sortes de considérations, mais ça nous montre quand même de façon assez particulière comment les modèles ont évolué depuis les tout débuts. Là. On parle des années à gauche, là, les années 50, 54, c'est le premier chiffre à gauche, jusqu'à tout récemment, là, les années 2022, 2023. Il faudrait voir comment ça continue, mais on voit une croissance. Et puis, pour ceux qui regardent bien, là, on a une courbe exponentielle aussi sur l'axe des Y. Donc, on a éventuellement des modèles qui sont capables de représenter une richesse d'informations incroyable. Derrière ça, il y a évidemment énormément de données, il y a énormément de ressources de calcul, et puis il y a quand même une bonne dose d'innovation au niveau des algorithmes. Ce qu'on ne voit pas quand on voit ça, c'est on voit l'engin, on voit la machine, mais on ne voit pas du tout la diffusion de ces modèles-là à travers la société, à travers tous les secteurs. Et pourtant, les applications sont nombreuses. On retrouve des systèmes d'intelligence artificielle au cœur de la stratégie de tous les secteurs listés ici, bien d'autres encore. Un des processus qu'on voit de plus en plus s'installer, c'est le processus suivant, ce cycle de découverte. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'observations empiriques, ce qu'on appelle les données en soi. Ces observations empiriques-là peuvent nourrir un système de simulation, donc un modèle hypothétique avec lequel on peut générer encore plus de données synthétiques ou d'autres connaissances qui après sont nourries dans un système de prédiction, l'engin d'intelligence artificielle comme tel, qui après est utilisé pour déterminer quelles autres données vont être choisies, on va aller chercher. Donc, quand ce cycle de l'innovation s'accélère, c'est là qu'on voit les avancées assez rapides. Ça peut partir d'un ou de l'autre. Dans certains domaines, on a commencé à construire des engins de simulation, utiliser les données pour faire de la simulation, après de la prédiction. Dans certains autres domaines, on est moins apte à faire de la simulation, puis on est beaucoup plus dans l'axe entre observation empirique et prédiction. J'inclus dans mon modèle de prédiction aussi les modèles génératifs. On en a beaucoup parlé cette année, les modèles qui sont capables de générer du texte, des images, du son, de la vidéo à venir bientôt. Ces modèles-là sont aussi des modèles de prédiction, mais ce qu'elles prédisent, ce sont des données naturelles. Donc, c'est là où est-ce que la prédiction et la simulation se rejoignent, là, c'est dans ces modèles génératifs-là. Mais je trouve que ce cycle d'innovation, quand même, capture assez bien les choses. Pour prendre juste seulement un exemple où est-ce qu'on a vu énormément de progrès, c'est dans la découverte de nouveaux matériaux. Entre autres, des matériaux pour des outils d'optique, des nouveaux types de cristaux qui peuvent être utilisés à toutes sortes d'utilisations. Je parlais récemment avec des chercheurs qui font des recherches dans ce domaine-là qui m'ont dit, écoute, Joël, avec ce cycle d'innovation-là, on a pu passer d'une découverte de matériaux à un espace qui est très, très grand, combinatorial, avec plusieurs configurations possibles. Le travail qui, avant, allait nous prendre 25 ans pour explorer tout cet espace-là, avec les méthodes traditionnelles, on est capable de réduire à 1 an pour avoir une courte liste de matériaux les plus prometteurs. Et puis après, dans notre laboratoire, on peut reproduire de façon réelle seulement cette courte liste de matériaux avec l'espoir de trouver certains matériaux qui ont des propriétés particulières. Cette accélération-là de la découverte de solutions dans le milieu scientifique, mais dans d'autres domaines aussi, elle est réelle. Il y a énormément de découvertes au niveau biomédical et au niveau scientifique qui vont être possibles
à cause de ces innovations-là. Ceci dit, il y a aussi toutes sortes d'enjeux sur comment faire cette recherche-là de façon responsable. On était, il y a quelques années, au tout début de ce mouvement-là, je prends le temps de souligner la Déclaration de Montréal, qui je pense qui a été quand même très importante dans ce cheminement-là, une déclaration qui a mis en place quelques axes, une dizaine d'axes principaux sur lesquels il fallait se poser, faire une certaine réflexion. À l'époque, je crois que le rapport était vraiment à l'avant de la discussion pour provoquer cette discussion-là. Puis, entre autres, je pense qu'une chose que le rapport a fait de très, très bien, c'est d'amener ensemble des communautés qui n'avaient pas beaucoup l'expérience de travailler ensemble, que ça soit évidemment des chercheurs en informatique, en génie, en mathématiques, mais aussi des chercheurs en éthique, en sciences sociales, en droit, d'amener tout ce beau monde-là à la table ensemble pour commencer, je viens vraiment amorcer la réflexion à ce sujet. Si on retourne, regarde le rapport aujourd'hui, je pense qu'il est encore pertinent, il est encore d'actualité, mais il est un petit peu très théorique, il est à un très haut niveau. Et puis là, on est vraiment dans la pratique et de savoir comment de passer de ces axes-là, de ces hypothèses à une pratique collée au déploiement de l'IA. Il y a encore énormément de travail à faire et puis c'est là où est-ce que le VIA et d'autres groupes demeurent tout à fait pertinents aujourd'hui. Une des grosses questions sur laquelle je vais élaborer un petit peu parce que c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est la question de la transparence. C'est la question de rendre accessibles les modèles, les recettes, les données, les articles par rapport au développement de l'intelligence artificielle, que ce développement-là soit fait dans un milieu académique ou dans un milieu industriel. Ce que je vous présente ici, c'est un peu la courbe des modèles des dernières années. Alors que mon premier graphique vraiment nous donnait le portrait de 1954 jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est vraiment les derniers 14-15 mois, là, partant de mars 2023, et puis tous les modèles, en particulier les modèles de langage qui ont été partagés, ce qu'on appelle les chatbots, Large Language Models et LLM. Dans l'axe des Y, ce que je montre ici, c'est une façon d'évaluer les capacités de ces modèles-là qu'on appelle le LM6 Arena. C'est un site web où vous pouvez aller puis vérifier la performance de ces modèles-là. Puis les modèles sont comparés par des usagers. Donc, les usagers regardent les réponses des différents modèles et puis nous disent lequel des réponses ils préfèrent. Et puis, il y a une façon d'avoir le score des modèles. Là, le ELO score, ça s'apparente à ce qui est utilisé pour les joueurs d'échecs. Donc, la façon vraiment de donner la classification des joueurs d'échecs, où est-ce qu'on les compare toujours un contre un, ça nous donne une façon d'avoir un score là, qui mesure les compétences. Donc, ça a été adopté pour les modèles de langage. Et puis, c'est quand même très, très suivi. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus versatile que les benchmarks traditionnels qui, eux, sont statiques, qui donnent une indication, mais je ne dirais pas aussi agile que celle-ci. Donc, rapidement, après la sortie d'un nouveau modèle, il y a un signal qui se profile, la communauté se met là-dessus, et puis on a un signal assez précis de la performance relative des différents modèles. Ce qu'on voit en rouge, ce sont les modèles qui sont ce qu'on appelle des modèles fermés. Ça caricature un peu la situation, mais des modèles auxquels on a accès à travers une interface, mais on n'a pas accès aux autres informations du modèle. Donc, on peut communiquer avec sur une interface mobile ou ordinateur, mais on n'a pas accès au modèle comme tel, le code, les données, tout ça. Ce qu'on a en vert, ce sont des modèles qui sont plus ouverts. Ils ne sont pas complètement ouverts pour la plupart des cas, mais ce sont des modèles, entre autres, pour lesquels les paramètres du modèle peuvent être utilisés par la communauté générale et puis il y a une façon d'avoir accès aux paramètres. Donc, ce qu'on voit principalement, c'est le nombre de modèles, la densité de modèles, énormément de modèles qui sont partagés dans la dernière année, ça bouge très, très vite. De deux, certains de ces modèles-là, il y a plusieurs releases qui sont faits à travers l'année. On voit GPT-4 apparaître plusieurs fois. Là, il y a eu une première version au début 2023, il y a eu des versions plus tard en 2023, et ainsi de suite. On voit qu'il y a une différence de performance entre les modèles fermés et les modèles ouverts, mais on voit aussi que cette tendance se rétrécit. De plus en plus, les modèles ouverts rattrapent les modèles fermés. Donc, c'est un petit peu le portrait de la situation présentement. Ce qui se passe avec les modèles fermés, souvent, c'est que c'est beaucoup plus difficile de permettre à des observateurs indépendants d'aller vérifier les résultats, d'aller vérifier les caractéristiques de ces modèles-là par rapport aux modèles ouverts. Ceci dit, les modèles dits ouverts
dans plusieurs cas, ne révèlent pas toute l'information qui serait nécessaire pour reproduire les résultats, notamment au niveau des données. Ça donne un portrait, mais si on prend seulement un de ces modèles ouverts-là, le modèle Llama, qui est un modèle, en fait, qui a été construit en partie par mon équipe de recherche, mais l'important que je veux vous montrer, c'est quand on partage un de ces modèles-là en sciences ouvertes, de tout ça découle tout un écosystème. Donc, les gens peuvent prendre le modèle et le construire. On a vu beaucoup de gens qui ont pris le modèle, qui ont ajouté des données pour faire une période d'affinement du comportement, ce qu'on appelle le fine-tuning ou le post-processing, pour ajuster le comportement d'un modèle, que ce soit pour certaines langues, entre autres le français, l'espagnol, le chinois. Dans certains cas, on a spécialisé les modèles pour certains domaines. Donc, on a vu une spécialisation pour les domaines de la médecine, pour le domaine du droit. Donc, il y a tout un écosystème qui est construit. Et puis, à partir de ce moment-là, les gens prennent un peu la possession du modèle. Il y a une réflexion très importante à avoir sur le niveau de responsabilité par rapport à la sécurité de ces modèles-là. Est-ce que le niveau de sécurité doit être assuré par le modèle initial? Est-ce qu'il doit être assuré par les dérivés de ce modèle-là? Comment on songe à cette responsabilité-là? Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à faire à ce sujet-là, puis des réflexions qui vont informer comment ces modèles-là sont construits, mais aussi comment ils sont partagés. De plus en plus, qui a accès à ces modèles-là? Comment on les garde en mémoire? Surtout parce qu'on arrive à le terme qui a été appelé les frontier models, là, il y a eu énormément de conversations par rapport à ça, notamment par les gouvernements américains et de l'Union européenne, qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme garde-fou, comme régulation par rapport à ces modèles-là. Une des hypothèses qui a été proposée, c'est l'hypothèse du nombre de calculs qui a été utilisé pour entraîner le modèle, ce qui n'illumine pas nécessairement comment se positionner par rapport à tous les modèles dérivés par rapport au modèle initial. Donc, je prends le temps d'expliquer un petit peu cette notion de l'écosystème parce que je pense que quand on réfléchit de façon plus riche sur le système en entier, le système global, on pose des questions différentes. Maintenant, un petit peu plus sur comment on réfléchit à l'idée d'une approche ouverte et puis pourquoi j'en ai fait personnellement mon cheval de bataille. D'une part, cette approche ouverte permet une innovation plus rapide. Évidemment, quand on développe quelque chose, le modèle Llama, on l'a développé dans notre équipe de recherche, une cinquantaine de personnes qui travaillent sur un modèle comme ça. Pour le modèle Llama 1, le 2 et le 3, les équipes ont grossi, là. Mais c'est une relativement petite équipe. Après ça, quand on partage ça, il y a eu des milliers de personnes qui sont allées chercher le modèle. Même l'arbre de dépendance que je vous montre, c'est une fraction de ce qui s'est passé. Par rapport à Llama 3 qu'on a partagé au mois d'avril, on voit déjà des dizaines de milliers de modèles dérivés qui partent de ce modèle-là. Donc, la courbe d'innovation qui nous permet éventuellement d'aller résoudre des nouveaux problèmes dans tous les domaines d'application que j'ai nommés un petit peu plus tôt, c'est énorme. Le potentiel est énorme. Cette innovation inclut aussi l'innovation responsable, donc le nombre de personnes qui peuvent permettre de développer des solutions pour garder les modèles plus sécuritaires, pour trouver les défauts de ces modèles-là, pour réduire le nombre d'hallucinations, peut être accéléré par la communauté. Éventuellement, quand on décrit des risques potentiels, il y a et l'effort de découvrir les risques et puis il y a aussi l'effort de construire des solutions qui seront plus robustes à ces risques-là. Donc, encore là, on démocratise l'action modèle et on ouvre les portes à une plus grande communauté de participer à cet effort-là. Et puis, troisièmement, dans certains des champs d'application, c'est souhaitable d'avoir beaucoup plus d'autonomie, notamment quand on passe des modèles qui peuvent être utilisés dans les domaines de la santé, de l'éducation, dans les domaines du droit. Pour toutes sortes de raisons, on peut souhaiter avoir un processus d'affinement du modèle qui utilise des données sensibles, des données qu'on ne voudrait pas mettre dans le modèle principal. Donc, ça permet une utilisation beaucoup plus contrôlée du modèle par différents groupes selon leurs préférences et les besoins de la cause. Quand on construit ces modèles-là en mode open source, il y a certaines étapes. Premièrement, tous les données font l'objet d'un examen juridique et de confidentialité avec des normes qui sont assez strictes et rigoureuses. Mais elles ne sont pas uniformes. Donc, c'est des normes qui ont été développées à l'interne. Éventuellement, il y aurait lieu d'avoir des normes qui sont partagées au niveau de l'industrie ou de la société, qui
qui pourrait être validé par des experts externes. Présentement, ça fait l'objet d'une étude à l'interne. Deuxièmement, on fait beaucoup de travail sur l'évaluation automatique, ce qu'on appelle les safety benchmarks. Donc, notre modèle est testé avec toutes sortes de codes et de jeux de données pour vérifier s'il y a des dérives selon toute une catégorisation de risques. Troisièmement, après ça, il y a ce qu'on appelle la phase de red teaming. Donc, il y a une évaluation humaine avec des gens à l'externe qui viennent vérifier les failles du modèle, qui viennent essayer de trouver tous les problèmes avec le modèle. Entre autres, pour voir s'il y aurait des dérives au niveau de la sécurité. On a parlé, entre autres, dans les derniers mois, du risque que ces modèles-là puissent créer des attaques au niveau des cyberattaques ou des attaques au niveau des armes biologiques. Donc, ce sont le genre de vecteurs qu'on étudie beaucoup dans les deux phases d'évaluation. Et puis, après ça, il y a un critère qui est établi par rapport au partage du modèle, un critère qui se base sur la performance du modèle. Évidemment, on ne veut pas partager un modèle qui est moins performant que les versions précédentes, et un critère qui est basé sur la sécurité. Donc, la norme, c'est que le modèle à chaque génération soit meilleur et au niveau de la performance et au niveau de la sécurité. On est encore très loin d'avoir des modèles qui atteignent ce qu'on appelle l'intelligence généralisée, et on est très loin d'avoir des modèles qui sont complètement sécuritaires. Mais à chaque étape, on s'engage à augmenter la qualité sur les deux axes. Idéalement, les modèles qui sont partagés sont accompagnés de plusieurs artefacts de recherche. Donc, il y aurait éventuellement un guide d'utilisation si le modèle va être utilisé par plusieurs qui définit quelles sont les utilisations responsables du modèle. Il y aurait des exemples de code. Il y aurait une licence qui est claire pour que les usagers comprennent comment le modèle peut et ne pas être utilisé. Dans certains cas, les modèles sont partagés avec une licence qui est seulement pour la recherche. Dans d'autres cas, avec une licence commerciale. Ce sont différents choix dépendant de la qualité du modèle. Des détails sur comment l'utiliser, une description détaillée, idéalement un article scientifique qui est soumis à l'évaluation par les pairs. Et puis aussi un mécanisme pour signaler les problèmes, parce qu'éventuellement, on partage un modèle, il faut avoir une façon d'apprendre rapidement par rapport aux dérives de ces modèles-là. Il faut se rappeler aussi, dans plusieurs cas, qu'un seul modèle peut avoir plusieurs utilisations. On voit ça dans la plupart de nos travaux. On a parlé, entre autres, des modèles de génération d'images. Je vous ai surtout parlé des modèles de langage aujourd'hui, mais on fait tout ce travail-là aussi au niveau de la génération d'images. D'une part, il y a eu des travaux super intéressants pour faire des images très, très créatives, pour utiliser l'intelligence artificielle. On a vu le modèle Sora qui a été sorti par OpenAI plus tôt cette année. Vraiment fascinant la qualité des vidéos qui peuvent être produites par ce modèle-là. Donc, il y a toute une industrie créative qui peut se mobiliser. Il y a des grands artistes qui font des œuvres magnifiques avec de l'intelligence artificielle de nos jours, et puis c'est appelé à évoluer. Les mêmes techniques de reconstruction d'images ont aussi été utilisées au niveau médical, entre autres pour faire de la reconstruction d'imagerie médicale par résonance. Donc, on est capable d'avoir une acquisition de scans MRI qui, au lieu d'aller chercher tout le scan et de prendre beaucoup de temps pendant que la personne est dans l'appareil, d'aller chercher rapidement quelques signaux et de reconstruire le reste de l'image. On a des techniques qui ont été faites, entre autres, par nos équipes à Montréal et à New York, en partenariat avec des labos médicaux à NYU, qui ont montré que ces techniques-là peuvent être aussi efficaces qu'une reconstruction complète. Et puis ces méthodes-là sont présentement imbriquées dans les appareils de résonance magnétique d'imagerie médicale, qui est une très belle utilisation. Mais ce sont aussi les mêmes techniques qui sont utilisées pour faire des fausses images et puis qui contribuent à la prolifération de fausses informations, qui est vraiment un danger pour notre société et nos démocraties. Donc, un seul outil, plusieurs utilisations. Il faut bien réfléchir à comment encadrer ces outils pour qu'on puisse avoir accès à toute la créativité, à l'innovation au niveau de la santé et tout en maintenant un contrôle sur les dérives potentielles. Un des gros enjeux pour nous présentement, c'est qu'on ne sait pas exactement où on est sur la courbe d'innovation. Présentement, on voit que ça monte rapidement et puis certains d'entre nous s'attendent à ce que ça continue cette courbe exponentielle-là et voient des scénarios assez catastrophiques du développement de cette technologie-là. D'autres s'attendent à ce qu'on frappe assez rapidement un plateau dans l'innovation qui vont nous laisser beaucoup de temps pour réfléchir à toutes sortes de solutions potentielles.
Je vous dirais que c'est très, très difficile. Quand on est dans la première moitié de la courbe, c'est très difficile de savoir est-ce qu'on est sur une courbe exponentielle ou si on est sur une courbe logistique. On a beaucoup de misère à le savoir. Je pense qu'il faut d'une part se préparer un peu pour les deux scénarios, mais vraiment se concentrer sur les efforts qui sont faits de façon responsable. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se baser sur des observations réelles, pas des scénarios de science-fiction, mais ces observations réelles évoluent en temps réel. Donc, comme les modèles évoluent, il faut aussi que nos façons d'évaluer les modèles évoluent rapidement. Un article récent auquel j'ai eu le plaisir de participer avec plusieurs chercheurs, entre autres aux universités Stanford, Princeton et autres, c'est vraiment sur le développement d'une structure d'analyse pour qu'on réfléchisse sur les impacts sociétaux des modèles ouverts. C'est un article qui sera présenté à la conférence ICML cet été, qui est déjà disponible sur Archive pour ceux qui s'intéresseraient à la question, et puis qui essayait de un peu découpler, est-ce qu'on est sur cette courbe exponentielle ou est-ce que les risques à la société sont énormes, ou est-ce qu'on est plus sur cette courbe logistique, ou est-ce qu'on aurait le temps de mitiger tous ces risques-là? En fait, la conclusion de l'article ne sera peut-être pas surprenante. On a énormément de travail à faire. Dans plusieurs cas, on ne le sait pas. Ceci dit, je pense que l'article contribue à un cadre qui est très important, c'est-à-dire une façon d'évaluer les risques marginaux. Donc, d'évaluer, entre autres, quels sont les vecteurs de risque, d'avoir une taxonomie des vecteurs de risque, d'avoir une façon d'identifier quels sont les risques existants avant le partage de modèles ouverts, quelles sont les solutions qu'on a pour réduire ces risques-là, après ça, de dériver quels sont les risques et les solutions potentielles avec le modèle, et puis d'énumérer aussi tous les endroits où est-ce qu'on a de l'incertitude, où est-ce qu'on fait des hypothèses. Donc, je pense que ça donne un cadre très intéressant pour permettre de réfléchir à ces sujets-là. Si vous allez voir plus en profondeur dans l'article, ce que vous verrez, en fait, c'est que ça répertorie quelques études qui nous permettent de compléter la grille, mais tous les endroits où est-ce qu'il y a des points blancs, là, en fait, c'est des endroits où est-ce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires. Donc, dans les colonnes, j'ai les vecteurs de risque qui sont des vecteurs importants, mais dans plusieurs cas, on n'a pas l'information à savoir est-ce que oui ou non les modèles ouverts contribuent à ces vecteurs de risque. Donc, ça donne aussi plein de pistes intéressantes pour les gens qui veulent faire des études menées de façon rigoureuse sur ces sujets-là. Encore là, dans l'espoir que nos décisions puissent être prises basées sur des connaissances rigoureuses plutôt que des hypothèses non fondées. Je finis avec juste une petite piste un petit peu plus personnelle, à savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. D'une part, je pense que la tendance au niveau du développement des modèles va s'accentuer. On est parti d'une époque, il y a quelques années, où est-ce qu'on avait plein de modèles très spécialisés, toutes sortes de modèles entraînés pour des cas, des tâches très particulières. On est à peu près au milieu où est-ce qu'on a moins de modèles qui couvrent plus de tâches. Donc, les modèles sont de plus en plus généraux, ils ont de plus en plus de capacités, ce qu'on appelle des fois de l'intelligence. Je pense qu'il faut y aller de façon un petit peu plus modeste avec ce qu'on dit sur l'intelligence, mais certainement de plus en plus de capacités. Et puis, on s'en va vers des modèles de plus en plus généraux. Je m'attends à ce que dans la prochaine année, il y ait des modèles multimodaux, donc des modèles qui sont capables de comprendre dans une même architecture le texte, les images, le vidéo, éventuellement toutes sortes d'autres signaux internes et externes, que ces modèles-là puissent être utilisés à toutes sortes de tâches, ces modèles qu'on peut appeler des modèles universels ou des fois qui sont appelés des world models. Donc, ces modèles-là sont en voie d'être développés. Ceci dit, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est de s'assurer que ces modèles-là puissent avoir l'habilité d'être contrôlés, qu'on soit capable d'intervenir et d'indiquer notre intention. Parce que plus le modèle est général, il est capable de faire tout et rien. Donc, si on le laisse faire tout et rien, bien, il ne nous sert pas à grand-chose. Donc, si on veut que les modèles apportent de la valeur économique et de la valeur sociale, il faut qu'on soit capable de construire main dans la main cet aspect de la généralité et de l'intelligence et cet aspect de l'intention et de la contrôlabilité. Donc, c'est là vraiment le gros défi de cette époque-là. Et puis, cette question-là, cette tension entre le développement et la contrôlabilité va se poser à toutes sortes d'ordres de grandeur, que ça soit dans le choix des données pour un modèle particulier ou que ce soit de comment on met en place des régulations au niveau des pays et éventuellement at large. Je vais terminer là-dessus. Peut-être que ça ouvre
une porte sur le panel qu'on s'apprête à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Donc, je voudrais inviter à présent les panélistes à venir s'installer sur scène. J'invite notamment donc Joël Pinault, mais aussi Christophe Abrassard, co-responsable de l'axe sobriété numérique et transition socio-écologique de l'OBVIA et professeur agrégé à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Nadia Nafi, co-responsable de l'axe éducation et capacitation de l'OBVIA, professeur agrégé à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Martin Cousineau, co-responsable de l'axe santé durable de l'OBVIA, professeur adjoint au département de gestion des opérations et de la logistique de HEC Montréal, ainsi que Lise Langlois, qui animera le panel et qui, bien sûr, est la directrice générale de l'OBVIA. Je voulais également mentionner que Chris Isaac Lardner, qui devait initialement être également présent, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et il en est désolé. Voilà, je laisse place à présent aux panélistes. Merci. Merci beaucoup Flavie. Oups, je me demandais si ça allait sortir. Merci beaucoup Joël pour la présentation, c'est vraiment éclairant. En tout cas, il y a des éléments de réponse que tu as apportés dans des questionnements que j'avais, donc ça va être intéressant d'échanger un peu plus longuement sur les questions là, que nous avons. Juste pour vous expliquer le déroulement, donc je vais faire un premier tour de questions, ensuite un deuxième tour, puis ensuite je vais inviter la salle. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de passer le micro et vous aurez juste à dire à qui s'adressent vos questions. Donc, comme vous le voyez, il y a 7 axes à l'Observatoire. Cet après-midi, j'en ai convoqué 3. Mais vous retrouvez là, dans l'état de la situation, évidemment, le point de vue des 7 axes, donc environnement, éducation et santé. Alors, on voulait faire un dialogue en compagnie de Joël à ce propos. Donc, ma première question, parce que les présentations sont faites maintenant, ma première question s'adresse à Nadia. À la section éducation de l'état de la situation, vous mettez en évidence les effets sous-estimés qu'ont eu les technologies sur la jeunesse, particulièrement les médias sociaux. Comment les institutions éducatives peuvent-elles préparer les étudiants et les enseignants à identifier et contrer la désinformation propagée par les hypertrucages? Et quelles stratégies pédagogiques devraient être mises en place pour renforcer la littératie numérique face à cette menace? Bien sûr, c'est une grande question. On a 5 minutes chaque pour pouvoir faire le tour, donc je vous inviterai à y répondre en 5 minutes. Je vais essayer. Merci Lise pour la question. Bonjour tout le monde et merci pour la présentation. Je vais commencer par dire exactement ce que vous avez dit. Un même outil peut être utilisé pour différentes raisons. Et puis, je commencerai par dire toute la technologie derrière les hypertrucages, elle est extraordinaire. Et puis, ce qu'on peut faire avec, surtout en éducation, c'est immense. Mais par contre, moi, je dois vraiment focuser aujourd'hui sur la question de la désinformation, qui est un enjeu majeur. Et puis, je vais commencer par donner un contexte avant de répondre vraiment à la question. Juste pour aller voir en Statista, entre 2022 et 2023, en pourcentage, au Canada, 477% plus de deepfakes utilisés d'une façon non éthique, vraiment pour la question de la désinformation qui a été collectée. Aux US, 3000%. En Belgique, 2950%. En Philippines, 4500%. Au Japon, 2800, ainsi de suite. Donc, la question des hypertrucages utilisés d'une façon non éthique est de plus en plus prononcée. Et puis, quand on parle de la désinformation, c'est pas bien que ça existe depuis une éternité, mais juste un petit rappel pour nous tous, c'est que ces hypertrucages sont utilisés aujourd'hui pour détruire des réputations, pornographie de vengeance, exploitation sexuelle des enfants en ligne, falsification, manipulation des preuves électroniques dans le cadre d'enquêtes de justice pénale, perturbation des processus démocratiques, cybercriminalité, fraude, cyberharcèlement, cyberintimidation, discours haineux,
incitation à la violence, manipulation de l'opinion publique, chaos sur les marchés financiers, perturbation des processus démocratiques, perte de confiance et indéni de la science. Les psychologues parlent aussi des faux souvenirs à force de voir des faussetés. Ça fait partie de nos souvenirs. L'incrédulité par défaut, on commence à perdre confiance en tout, mais aussi la dividende du menteur. Ça veut dire que n'importe qui peut agir ou faire un acte criminel et puis dire c'est un deepfake, essayer de le prouver. Donc, je commence par ça pour vous dire que oui, on pose la question concernant l'enseignement dans nos cours, mais l'enseignement et puis l'apprentissage concernant les deepfakes, ça doit être vraiment un enseignement sociétal, parce que c'est en train de se passer dans tout contexte, avec tout groupe d'âge, avec tout, vraiment comme dans tous les contextes. Donc, c'est un, comment dirais-je, là, je parle, et puis comme je parle d'un mouvement qu'on doit faire, mais c'est vraiment sérieux. Et puis, on parle beaucoup de la question de la littératie numérique, donc vraiment comment identifier la fausseté et ainsi de suite, mais on doit aller beaucoup plus que ça, parce que jusqu'à présent, puis je suis désolée pour ça, la réponse technologique n'arrive pas encore à arrêter l'utilisation non éthique de cette technologie-là. Aussi, tout ce qui est juridique aussi n'arrive pas à arrêter, puis il vient après coup. Donc, on a besoin d'intervention humaine, et puis on a besoin absolument de développer l'agentivité humaine pour qu'elle puisse non seulement identifier et puis se protéger, mais aussi protéger notre société et puis trouver des moyens pour arrêter le partage, mais aussi commencer à partager des faits et puis changer les discours qui sont présents en ligne. Quand on parle dans des cours, dans les classes, ainsi de suite, avec les enseignants, et puis là, je vous ramène à ma recherche. Ça fait un bout de temps que je travaille avec des jeunes, entre 18 et 24 ans. Et puis ce qu'on a fait, c'est carrément, on a créé des deepfakes. Donc, tout d'abord, les jeunes étaient, oui, soucieux de la question de la désinformation, des deepfakes, ainsi de suite, mais ils étaient plutôt des observateurs passifs. Oui, on voit passer ça sur TikTok ou autre, et puis c'est amusant, et puis on passe. Mais en passant à travers la création, vraiment d'une façon très active des deepfakes, puis en réfléchissant à, OK, comment on crée un deepfake, comment c'est vraiment hyper accessible, n'est-ce pas, sur nos téléphones portables, il y a plein d'applications qui nous laissent faire ceci, et puis après, réfléchir au message, le groupe visé, comment on peut le manipuler, puis hyper facile. Là, ils ont réalisé qu'on ne peut pas laisser passer les choses et puis il faut absolument qu'on devienne des agents qui vont arrêter et puis protéger la société. Et puis, ce qu'ils m'ont dit, c'est que d'une personne, comme on sensibilise une personne, cette personne va sensibiliser son entourage, ainsi de suite, et puis on va vraiment comme contaminer tout le monde avec cette sensibilisation, mais aussi cette action de protéger tout le monde. Je regarde mes lunettes, ouais, 30 secondes, et je m'arrête avec ça. Donc, l'idée, c'est que dans nos cours, il faut absolument, c'est pas aussi dans un cours comment dirais-je, de citoyenneté numérique, ça doit être dans tous nos cours, que ça soit, et puis à tous les niveaux, depuis le jeune âge, le jeune âge jusqu'à vraiment comme le higher education, ainsi de suite, parce que dans tout contexte, il y a la désinformation. Puis dans tout contexte, on doit apprendre à se défendre, mais aussi à l'arrêter, puis à l'arrêter qu'elle se propage. Et puis on doit absolument former nos enseignants pour ça. J'arrête. Merci. Prends le temps de respirer. Merci beaucoup, Nadia. Alors, ma question s'adresserait à Joël parce que, comme Nadia l'a mentionné, on vit une des conséquences technologiques de cet hyper-trucage-là. Je sais que j'ai vu dernièrement un reportage en France, comment l'hyper-trucage a été utilisé à bon escient, en tout cas du moins en Iran, là, pour protéger la jeunesse, les jeunes filles, etc. Fait qu'on a comme cette dualité-là constante qui chevauche. Alors, je me posais la question au niveau technologique, ce serait quoi les conseils que vous pourriez donner comme chercheur en intelligence artificielle et comment on peut justement contrer la désinformation et l'hypertrucage pour réduire justement ce risque d'utilisation à mauvais escient dont on voit les conséquences aujourd'hui? Oui, c'est une question complexe qu'on ne va peut-être pas résoudre aujourd'hui au complet. Et puis, en fait, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on va résoudre le problème de la désinformation. Je pense que c'est une caractéristique, le partage, l'information et le partage d'informations est utilisé depuis toujours
comme une façon d'influencer, comme une façon d'outiller, comme une façon d'informer. Donc, il faut s'attendre à ce que ça continue et puis que certaines personnes choisissent d'utiliser ça à mauvais escient ainsi qu'à bon escient. Je pense que si on s'intéresse même à la création de l'information, les vraies, les fausses informations, il y a une partie de ça, une grande partie qui nous appartient comme individu ou parfois par communauté. Et puis, il y a une partie que l'intelligence artificielle permet de rendre plus facile. Donc, quand je crée une fausse nouvelle, avant, je pouvais la partager avec mes voisins. Maintenant, je peux la partager à travers presque la planète. Il y a certains endroits qui contrôlent très bien l'information. On pense à la Corée du Nord, entre autres et autres. Et puis, ce n'est pas nécessairement des endroits où on veut vivre non plus. Donc, il y a aussi toute cette balance-là d'à quel point contrôler l'information, on peut le faire avec des algorithmes, quand on n'a même pas besoin d'intelligence artificielle, on peut le faire avec des algorithmes plus classiques. Mais comment partager cette information-là, comment choisir qu'est-ce qu'on partage ou non et de quelle façon, c'est extrêmement nuancé. Les algorithmes peuvent faire beaucoup, ils peuvent amplifier beaucoup, mais on a quand même la responsabilité du jugement qui nous revient et qui n'est pas toujours facile. Quand on revient à la question de l'éducation, j'ai parlé beaucoup avec des éducateurs dans la dernière année, souvent parce qu'on m'a invité à aller parler sur le sujet du progrès de l'intelligence artificielle. La question, c'est surprenant qu'il revient toujours sur la table, c'est comment on va se débrouiller pour l'évaluation. C'est la question numéro 1. Et puis, je pense, en fait, c'est un peu une fausse piste. Il faut qu'on se dégage de trop réfléchir à l'évaluation. Il faut qu'on se projette à savoir qu'est-ce qu'on développe comme compétences nouvelles maintenant qu'on a ces outils-là. Et puis, cette compétence-là de l'analyse de l'information est super importante. Je pense qu'il y a une façon d'utiliser l'intelligence artificielle, de l'incorporer dans le cursus pour que les jeunes de nos jours développent ces capacités-là, qu'on les évalue là-dessus éventuellement, mais surtout qu'on leur donne l'occasion de se pratiquer là-dessus. Ce qui est peut-être intéressant, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais souvent, ça surprend les gens, c'est que aujourd'hui, les fausses informations, comment elles sont partagées, en fait, une des meilleures pistes pour détecter qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, ce n'est pas l'information elle-même. On regarde une photo, est-ce que c'est une vraie photo, une fausse photo? On est à un stage où est-ce qu'on ne peut pas vraiment différencier dans certains cas. Mais il y a plein d'autres indices, entre autres, comment l'information est partagée, d'où elle est originaire. Les réseaux de diffusion de l'information révèlent énormément à savoir qu'est-ce qui est vrai et puis qu'est-ce qui est faux. Donc, il faut aussi retenir que l'intelligence artificielle peut être beaucoup utilisée pour ça, pour analyser ces réseaux-là de partage d'informations et puis nous outiller, dans certains cas, à savoir comment faire ça. Présentement, il y a, dans nos labos de recherche, je dirais, il y a plusieurs façons dont cette question-là est traitée au niveau de la recherche fondamentale. Mais il y a l'idée d'avoir des meilleures données, il y a l'idée d'avoir des meilleurs filtres, il y a l'idée de développer des techniques d'analyse qui sont basées sur le raisonnement, donc pas juste prédire les informations, mais raisonner à un niveau plus profond sur ces informations-là. Il y a l'idée d'aller chercher à travers des moteurs de recherche des façons de confirmer ou d'infirmer l'information. Donc, il y a plusieurs pistes de recherche fondamentale qui travaillent là-dessus aussi, qui vont nous permettre avec le temps d'améliorer ça. Mais ça va continuer d'être un gros défi. C'est vrai aussi ce que vous apportez, tout l'esprit critique à avoir à développer, du moins chez nos jeunes, puis aussi dans cet esprit critique-là, de prendre en considération la source même de la désinformation. Là, c'est souvent un pan qu'on regarde un peu moins, mais qui peut donner, comme vous l'avez avancé, des indices. On a abordé un peu l'éducation. Je vais glisser vers la santé avec Martin. Donc, dans le document que cet après-midi qu'on lance, vous affirmez que l'IA à usage général est envisagée pour accélérer et améliorer tant les processus de soins que l'administration des soins. Elle est versatile, permet un accès rapide aux données, tant cliniques que médicales, et offre une capacité à interagir avec l'utilisateur. On l'a vu aussi même dans la présentation de Joël, les avancées quand même spectaculaires dans le domaine médical. Donc, on commence à percevoir que les retombées de l'IA en santé se situent à plusieurs échelles, individuelles, établissements, communautés, et s'échelonnent dans le temps. Comment mesurer maintenant les bénéfices de l'IA en santé? Est-ce que les données requises pour mesurer la valeur d'un outil sont accessibles dès l'implantation de cet outil?
Donc, je vais répondre à la première question en premier. Donc, mesurer les bénéfices d'une technologie, qu'elle soit basée sur l'IA, qu'on parle d'un système d'IA ou qu'on parle juste d'une prothèse de hanche, par exemple, dans le domaine de la santé, bien, dans tous les cas, c'est complexe. Okay. Pour faire l'évaluation des bénéfices, il faut aller au-delà de simplement la performance technique. Fait que par performance technique, on regardait tantôt le graphique que Joël avait montré. Là, on voyait les modèles de langage, comment ils se comparaient les uns aux autres. On parle vraiment de performance technique. Mais il y a d'autres études qu'il faut faire. Il faut faire des études économiques, des études un peu sociales aussi, pour essayer de vraiment être en mesure aussi de prendre les différentes perspectives, les perspectives des patients, des professionnels de la santé, des gestionnaires, de la société vis-à-vis de l'utilisation de ces technologies-là. Fait que si on prend l'exemple, par exemple, d'un logiciel ou d'un système d'IA qui améliorerait le taux de détection du cancer de 1 ben, on se douterait qu'il y aurait des bénéfices disons, intéressants pour les patients là, qui seraient en mesure là, de peut-être traiter leur cancer plus tôt. Mais qu'en est-il des professionnels de la santé? Est-ce que ce système d'IA-là, ça ajoute une lourdeur à leurs interactions avec le patient? Est-ce que ça rajoute du temps dans leur journée alors qu'ils sont déjà très occupés? C'est important aussi d'aller prendre cette perspective-là. Par la suite, il y a bien sûr tout l'aspect monétaire, le coût de la technologie, son implantation, sa maintenance, l'évaluation continue de cette technologie-là. Puis on sait déjà que tout au niveau du système informatique, présentement dans le domaine de la santé au Québec, on n'est peut-être pas à l'avant-garde. On a un certain retard à rattraper là, qui est en train de se faire. Autre question aussi, c'est même si le coût de cette technologie-là serait raisonnable, serait modéré, ça reste qu'on n'a pas un budget illimité dans le domaine de la santé. Déjà, la santé, ça représente la plus grosse partie là, du budget de notre gouvernement provincial. Donc, il y a la question à se poser, est-ce qu'on veut venir prioriser le cancer puis améliorer la détection de 1 ou est-ce qu'on serait mieux de mettre cet argent-là pour essayer de traiter une autre maladie ou même juste de faire la promotion de la santé ou peut-être d'investir complètement dans un autre secteur comme l'environnement ou le transport, par exemple? Fait que toute cette évaluation-là des bénéfices, bien, là, on s'entend que jusqu'à date, j'ai parlé de choses qui s'appliqueraient autant pour une prothèse de hanche que pour un système d'IA. Mais qu'est-ce qui est peut-être plus particulier par rapport au système d'IA, c'est que ceux-ci, bien, ils dépendent des données. Ils vont utiliser des données pour l'entraînement, puis souvent pour faire des prédictions, des recommandations, mais ils vont avoir une certaine données en entrée. Donc, au niveau de l'entraînement de ces systèmes d'IA-là, si les données d'entraînement sont très différentes des données de l'établissement dans lequel les systèmes d'IA sont utilisés, bien, ça se pourrait que la performance du système ne soit pas à quoi qu'on s'attend. Okay? Donc ça pourrait être une première grande différence, disons, avec d'autres technologies là, qui ne sont pas nécessairement basées sur les données. Une autre aussi caractéristique qui est importante, c'est aussi que ces données-là peuvent changer au fil du temps à l'intérieur d'un établissement. Fait que, par exemple, on parle du vieillissement de la population, donc les patients dans 20 ans dans un hôpital, en moyenne, vont être généralement assez différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. On a aussi beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient venir changer les données. Même à l'intérieur de l'établissement, si on change par exemple les appareils de radiographie, bien, ça se pourrait très bien que notre système d'IA qui fonctionnait bien sur les images provenant d'un tel système de radiographie, bien, fonctionne un peu moins bien sur un autre système de radiographie parce que dans l'image, il y a un type de bruit, puis ça fait que le système n'est peut-être pas robuste vis-à-vis de ça. Donc, il y a plusieurs caractéristiques additionnelles par rapport au système d'IA qui fait que bien, ça ajoute peut-être une couche de complexité additionnelle quand vient le temps d'évaluer les bénéfices. Puis par rapport, est-ce que les données sont déjà disponibles là, pour faire l'évaluation de l'outil dès son implantation? Bien, je dirais pas nécessairement le cas là, présentement au Québec, parce qu'en ce moment, nos données sont éparpillées dans différents systèmes d'information. Là, on parle souvent de 10 000 systèmes d'information différents là, au Québec dans le système de la santé. Puis ça peut être assez difficile de venir recouper ces différentes informations-là qui se retrouvent dans différents systèmes parce qu'ils ne sont pas nécessairement interopérables ensemble. Puis ça se pourrait aussi simplement que ces données-là, bien, on ne les ait pas collectées dans le passé. Donc, si on veut essayer d'évaluer rétrospectivement quelle serait la performance de notre système, ce n'est pas possible de le faire là, au moment de l'implantation.
Donc, la question des données, de la qualité des données s'avère quand même primordiale. Puis l'autre aspect aussi que j'entends, c'est l'interopérabilité des systèmes. Alors, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que le système de santé est en mesure de mettre en place cette interopérabilité entre établissements? Parfois, il peut y avoir des logiques de concurrence qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est quand même des enjeux qui touchent nos systèmes de santé quand même assez importants. Joël, je vous interpellerai justement sur, vous l'avez abordé dans votre présentation, au niveau de la présentation des modèles d'IA générative. On a vu, du moins au niveau des impacts sociétaux, que ça exposait plusieurs violations de la vie privée, et la protection des données était fragilisée en raison de l'entraînement qui était omniprésent sur les données, partiellement personnelles, de la mémorisation des données d'entraînement et des résultats qui sont produits par l'IA. Outre les préoccupations relatives à la protection des données, l'IA générative pose aussi d'autres problèmes qu'on a beaucoup regardé, nous, à l'Observatoire. Donc, les contenus générés par les grands modèles de langage utilisent le traitement de données textuelles sur les sites web, les manuels, les journaux, les articles scientifiques, les œuvres d'artistes aussi et les codes de programmation. Donc, comment peut-on promouvoir une mise en œuvre sûre et responsable de ces modèles génératifs-là? Je sais que dans la présentation, vous avez parlé qu'il y a encore beaucoup de réflexions à faire, mais nous, à l'Observatoire, ça nous interpelle, en tout cas du moins un des axes sur les arts et la diversité culturelle, quand même, quand le travail d'artiste qui vit de ça est utilisé et employé pour peut-être générer de la créativité, comme vous l'avez vu, ça pose aussi ces problèmes. Quelle est votre réflexion comme chercheuse d'IA là-dessus? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la question des données. Et puis, je pense qu'il faut y aller de façon peut-être un peu plus sectorielle. Donc, présentement, il y a la question des données qui ont été utilisées pour entraîner les modèles génératifs, qui sont pour la plupart des données qui sont prises à même le web. Dans la plupart des cas, des données qui ont été partagées en connaissance de cause au niveau du fait que la donnée était partagée, mais pas en connaissance de cause, à savoir comment la donnée allait être utilisée. Il y avait une compréhension d'une utilisation et puis là, tout d'un coup, on en fait une autre utilisation. Il y a énormément de questions juridiques par rapport à ça qui ne sont pas réglées, sur lesquelles il va falloir se positionner. Puis ça ne serait pas vraiment mon rôle nécessairement de dire où on se positionne par rapport à ça, mais certainement, il y a beaucoup de questions sur lesquelles il va falloir savoir comment s'aligner. Puis il va falloir aussi décider est-ce qu'on se positionne différemment d'un pays à l'autre ou est-ce qu'on s'en va vers une position plus uniformisée? Je sais que l'Europe a été très à l'avant de ces questions-là, s'est positionnée par rapport à ça. Après ça, il y a d'autres pays qui vont peut-être suivre ou non la question. Je pense qu'il faut y aller aussi par secteur. Donc, quand on parle aux gens dans le milieu de la santé, en fait, les opinions peuvent varier énormément. Il y a certains gens qui sont extrêmement préoccupés par rapport à garder les données de façon confidentielle et ne pas les partager, puis tandis qu'il y a d'autres gens qui ont une approche beaucoup plus ouverte parce que pour toutes sortes de raisons, notamment des gens qui ont des diagnostics de cancer assez avancés, ont beaucoup moins de préoccupations par rapport à l'intégrité de leurs données et sont beaucoup plus volontaires pour les utiliser, les partager, les distribuer dans l'espoir que ça pourra mener à des traitements prometteurs. Donc, idéalement, je pense qu'on préserve autant d'autonomie que possible au niveau des individus et des sociétés. C'est l'axe de contrôlabilité là, que je mettais en lumière, que ça ne se pose pas seulement sur le comportement du modèle, mais ça se pose aussi à l'entrée. Le défi de ça, c'est que pour la plupart des gens, c'est difficile de savoir comment ils veulent que leurs données soient utilisées, puis de comprendre, d'en faire vraiment une décision éclairée. Et puis, je contraste ça par rapport à notre utilisation de l'Internet. Il y a plein de sites qui nous offrent toutes sortes de possibilités de contrôler comment nos données sont utilisées ou le comportement de ces enjeux-là. Mais combien d'entre nous, à chaque fois qu'ils nous demandent si on veut choisir nos cookies, on va puis on les choisit de façon éclairée? Donc, il faut aussi que cet aspect-là de contrôle soit rendu plus facile, soit facilité. On ne peut pas prendre pour acquis que parce qu'on a mis 25 boutons de contrôle pour que la personne exprime ses préférences, que ça rend ça nécessairement plus utilisable. Donc,
Je pense qu'il y a un travail juridique à faire. Je pense qu'il y a une réflexion à faire sur les interfaces. Et puis après ça, il y a une réflexion à faire, à savoir, est-ce qu'on a besoin de toutes ces données-là? D'habitude, pour l'instant, on maximise tout ce qui est quantité, qualité, diversité des données. On n'a pas toujours besoin de toutes ces données-là, puis on peut en faire un usage plus nuancé. Puis c'est là qu'on a peut-être des modèles, des modèles de fondation qui sont moins importants, mais on peut mettre beaucoup plus d'informations dans le contexte. Donc, pour ceux qui sont plus familiers avec les modèles de langage, il y a la phase de pré-entraînement, fine-tuning et puis d'inférence. Puis dans l'inférence, on peut mettre plein d'informations à ce niveau-là qui permet un usage beaucoup plus nuancé. Donc, il y a des solutions technologiques aussi à ça. Mais on n'échappera pas au fait que comme individu et comme société, il faut qu'on se positionne par rapport à ça. Le plus tôt on le fait, le mieux, parce qu'entre-temps, le développement des modèles bouge de façon très, très rapide. Justement. C'est important ce que vous apportez aussi au niveau de est-ce qu'on a besoin de toutes ces données-là? Là? Donc, il y a une réflexion aussi à faire parce que des fois, on est un peu excité de voir tout le nombre de données qu'on dispose, puis on pense qu'on va sortir toutes sortes de résultats qui vont nous être utiles. Alors, il faut avoir cette réflexion-là en amont. On a parlé de modèles de langage, on a parlé de désinformation, etc. Ça utilise les systèmes, donc ça m'amène à parler de l'environnement, hein, parce qu'il y a des grandes préoccupations à l'égard de l'environnement parce qu'on doit faire fonctionner ces systèmes. Alors, je m'adresse maintenant à Christophe Abrassard. Dans l'état de la situation, votre parti, vous citez plusieurs chiffres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Et je rajoute, selon Statistique Canada, il existe un consensus au niveau international selon lequel la technologie joue un rôle de premier plan dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la prise en charge des changements climatiques. Toutefois, on sait que les GPU pour les centres de données occupent plus d'espace, consomment plus d'énergie, dégagent plus de chaleur que leurs processeurs seuls. Donc, il y a une espèce d'ambivalence ici entre il y a des gains, mais il y a aussi beaucoup de consommation. Est-ce que l'approche, parce que dans l'état de situation, vous parlez de l'approche de l'éco-conception, peut être accessible aux entreprises qui veulent rester compétitives en intelligence artificielle et qui veulent aussi être en phase avec des préoccupations environnementales? Donc, comment rendre tangibles des scénarios de sobriété numérique socialement innovantes? Merci Élise, beaucoup de questions. Alors je vais commencer par un petit cadrage pour prendre la mesure de l'enjeu. L'empreinte environnementale du numérique, qui inclut l'impact de la fabrication des équipements comme les smartphones ou les data centers sur leur cycle de vie, est significative. C'est près de 4% des GES, des gaz à effet de serre dans le monde. C'est comparable au secteur aérien, avec une croissance estimée à plus 6% par an. Donc en projection tendancielle, cela pourrait conduire à une empreinte de 10 gigatonnes mondialement en 2050, soit l'équivalent du budget de GES à atteindre en 2050 dans le monde pour être sur une trajectoire de 1,5 degré. Or, il nous faudra aussi manger, s'habiller, se soigner, habiter un logement, se déplacer, etc. Donc on ne pourra pas tout donner pour le numérique. Il faudra, d'une certaine manière, choisir. Ensuite, l'IA et le numérique peuvent et doivent contribuer à la transition écologique, ça c'est certain. Et ces dispositifs numériques ont peu d'impact sur l'environnement par rapport à d'autres usages culturels ou de marketing. Mais cette démarche est pertinente à condition de ne pas simplement optimiser le statu quo. Par exemple, une application permettant de simplement optimiser le routage des VUS sur le territoire conduit à renforcer une dépendance de sentiment, on parle de pass dependency, sur la voiture comme mode de transport dominant et à retarder l'action climatique sur le développement de nouvelles solutions de mobilité plus durables, le vélo électrique, les transports en commun, etc. Alors l'éco-conception, c'est en effet une démarche très pertinente pour améliorer le profil environnemental des produits et des services. Elle a été développée depuis 25 ans dans les secteurs de l'automobile, du mobilier, du textile, de l'agroalimentaire ou de la construction. J'ai moi-même fait ma thèse là-dessus. Et depuis quelques années, on voit apparaître des manuels d'éco-conception des services numériques avec des conseils sur la minimisation des données utilisées pour les sites web, la réparabilité des terminaux numériques, l'efficacité énergétique des data centers. Et on voit aussi des projets de référentiels tout récents sur l'IA frugale, notamment. Il y a un groupe de travail à l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, qui va produire une norme prochainement sur cette question. Mais l'éco-conception a une limite, et c'est l'effet rebond. On parle aussi de paradoxe de Jevons. Malgré une amélioration de l'efficacité énergétique ou de la recyclabilité des équipements, on intensifie plus que proportionnellement leurs usages. Dans les transports, c'est la taille des véhicules qui augmente. Dans le numérique, ce sont les écrans plus grands,
des taux d'équipement des ménages qui augmentent, des données plus massives pour l'apprentissage machine. Face à cette tendance, une nouvelle notion apparaît en complément de l'éco-conception, c'est la sobriété numérique qui présente des synergies avec plusieurs enjeux sociaux comme l'exposition aux écrans des enfants, la protection des données individuelles, etc. Donc la sobriété numérique, très rapidement, on peut avoir une approche frugale et ascétique, on décide de se passer du numérique d'une certaine manière, ou bien une approche qu'on a qualifiée de socialement innovante. Alors pour en parler, on doit passer par des mises en récit, prospectives qui explorent des futurs possibles. Par exemple, si demain on remplace des VUS ou des voitures autonomes par des toutes petites voitures électriques de faible puissance, on parle de véhicules légers intermédiaires comme des gros vélos cargo avec des habitacles, on aura besoin de numérique, mais d'un numérique juste suffisant pour les plateformes de partage comme Communauto par exemple, le routage, la sécurité routière, la maintenance en économie circulaire, etc. etc. Alors, dans cette perspective, à l'axe sobriété numérique et transition écologique de l'Obvia, que j'anime avec mon collègue Stéphane Roche, on est en train d'écrire des scénarios sur la sobriété numérique socialement innovante au Québec en 2050, scénarios qu'on mettra en discussion avec des citoyennes et citoyens dans des bibliothèques publiques à l'automne prochain, comme on l'avait fait pour la déclaration de Montréal en 2018, où on avait fait une tournée de lieux de mise en débat et de discussion pour générer des débats, des apprentissages, pour une nouvelle vision juste, suffisante de l'IA et du numérique dans la société. À réfléchir si cette approche est accessible aux entreprises aussi. Il y a cette question-là. J'interpelle Joël ici. Il y a certains chiffres qui circulent en disant qu'à l'échelle mondiale, le numérique consommerait 10 à 15 de l'électricité et représenterait entre 3 et 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2020. Là, ça vient du Shift Project 2021. Et ce chiffre devrait augmenter avec la numérisation et l'utilisation croissante des données. Et cette tendance est-elle durable face aux limites planétaires? Est-ce que on pointe souvent du doigt la technique, mais est-ce que la technique peut être une solution? Bien, je pense que par rapport à la crise environnementale qu'on vit, il faut poursuivre toutes les pistes de solutions. Il ne faut pas choisir une ou l'autre. Donc, je pense qu'il faut évidemment songer à la sobriété numérique. Il faut songer à l'efficacité. Et puis cette efficacité-là se situe à plusieurs endroits là, dans le cycle de développement. Une des choses, je pense qu'il faut évaluer, c'est d'estimer les contributions relatives des différents cycles de développement. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu là, avant d'arriver à savoir est-ce que ça se situe plus au niveau du développement de l'appareil physique ou au niveau de l'entraînement des modèles. Je dirais que mon expertise est plus au niveau du développement des modèles que du développement des appareils en soi. Au niveau du développement des modèles, il y a énormément de travail à faire pour l'efficacité de cette phase d'entraînement et pour l'efficacité de quand on produit les prédictions là, en temps réel, le volume de prédictions. Il y a toutes sortes de travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. Je crois qu'au niveau de l'industrie, les gens sont assez motivés à le faire parce que le coût de puissance de calcul des ordinateurs, entre autres les fameux GPUs, n'arrête pas de monter, puis il y a un monopole là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'innovation qui se fait à l'interne dans les compagnies, dans la mesure du possible. On va espérer que ces innovations-là sortent en sciences ouvertes, comme on essaie de le pousser. Et puis, l'autre chose à savoir, c'est que je pense qu'à un certain niveau, nos gouvernements ont peut-être aussi un rôle à jouer. On a vu le gouvernement fédéral annoncer un investissement de 2,4 milliards de dollars là, pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une partie de cette enveloppe-là qui pourrait être orientée vers un développement éco-responsable? Je pense que ça serait une discussion importante à avoir, à savoir quand on construit nos villes et puis tout ça au niveau des infrastructures maintenant, il y a une portion du budget qui est dédiée à certaines choses, là, que ce soit les plantations d'arbres ou autres. Donc, est-ce qu'on fait une version semblable pour ce qui est du développement de l'infrastructure numérique, des infrastructures numériques nationales ou provinciales? Je pense qu'il faudrait réfléchir à ce niveau-là sur comment on dégage une partie de nos ressources justement pour améliorer ce qu'on fait à ce niveau-là. Puis aussi, peut-être, on peut avoir des balises en termes de transparence d'utilisation, d'entraînement des modèles, parce que
ça reste quand même assez obscur, la consommation que nécessitent les grands modèles de langage qui n'est pas justement connu. Je pense qu'il faut même avoir des cadres pour savoir comment le mesurer. On a vu le gouvernement américain pour une raison autre, mais en tout cas, la Maison-Blanche, entre autres, se prononcer à savoir qu'il faudrait déclarer à un certain moment l'entraînement des modèles à la frontière, ce qu'ils ont appelé la notion là, du 10 à la 26 flops. Là. Si les modèles étaient entraînés avec ce nombre de calculs-là, qui est une façon de mesurer les opérations de calcul, les multiplications matricielles, il fallait déclarer le modèle. Bon, leur optique était plus une optique par rapport à la sécurité, avec l'hypothèse que les modèles à une certaine taille pourraient avoir une capacité qui dépassait là, les capacités présentes. Mais il s'avère que c'est très, très compliqué d'utiliser ça comme guide, à savoir quand est-ce qu'on commence à compter puis qu'on finit de compter. Donc, tout ce qui est de la transparence, j'adhère absolument. Après ça, il faut savoir comment représenter cette information-là de façon à ce que ça soit utile pour guider la prise de décision et puis guider la responsabilisation. Oui, merci. Avant de vous poser d'autres questions, j'aimerais ça interpeller le public. Je ne sais pas si des gens dans le public auraient des questions pour nos panélistes et si oui, juste adresser votre question à qui de droit. Est-ce que vous avez des questions dans la salle où ça suscite des réflexions? Il y a un micro. Je viens de voir qu'il y a un micro dans les escaliers des deux côtés. Oui, bonjour. Jocelyn Guillermot de l'Institut du Nouveau Monde, co-directeur de l'État du Québec, publié aux éditions Somme toute le Devoir. Je comprends qu'il n'y a personne de l'axe démocratie et gouvernance, mais j'aurais aimé quand même qu'on parle des citoyennes et des citoyens et de nos gouvernements. Donc j'ai deux questions. Comment est-ce qu'on fait pour concrètement associer les citoyens, les citoyennes à l'élaboration d'une intelligence artificielle qui soit bien éthique ? Et le deuxième volet de la question sur nos gouvernements, est-ce qu'on voit déjà des gouvernements utiliser l'intelligence artificielle dans leur processus décisionnel? Si oui, comment? Et est-ce vraiment souhaitable? Merci. Alors, chers panélistes, comment impliquer les citoyens? Oui, Christophe? Oui, moi je peux donner un élément de réponse puisque j'avais été responsable de la co-construction de la Déclaration de Montréal en 2018 et avec mon collègue, notamment Marc-Antoine Dillac, on avait organisé toute une série d'ateliers participatifs avec des citoyennes et citoyens dans des bibliothèques publiques pour mettre en débat des scénarios sur comment l'IA pourrait façonner la société au Québec en 2025. Donc on était en 2018, on est bientôt en 2025, et on avait mis en débat des petites fictions qu'on avait écrites avec des doctorants sur différents sujets, l'IA dans la médecine, dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement, etc. Et ça avait particulièrement bien fonctionné puisqu'on avait imaginé un dispositif qui donnait des prises aux citoyennes et citoyens et qui leur permettait une vraie participation avec des recommandations en backcasting, c'est-à-dire qu'on se projette en 2025, là on va le faire en 2050 sur la sobriété numérique au Québec, et ensuite en backcasting on revient vers le présent pour se dire comment les débats qu'on a eus à l'horizon 2050 ou 2025, les apprentissages qu'on a développés dans les discussions nous permettent de formuler des recommandations originales pour les pouvoirs publics, pour les entreprises, pour la recherche. Et ça, c'est une façon particulièrement intéressante de mobiliser les différents publics, tout en les informant, parce qu'il y a une dimension pédagogique qui est assez intéressante à travers ces mises en récit prospectives. Ça touche aussi un petit peu le gouvernement dans sa décision. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Nadia, peut-être au niveau du ministère de l'Éducation. Je peux y aller très brièvement. D'autres auront peut-être d'autres informations à apporter. Au niveau des gouvernements, du fait que je fais beaucoup de travail sur la science ouverte, on a l'occasion de voir quelles sont les utilisations de nos modèles, le modèle Lama entre autres. On a plusieurs rapports de gens dans les divers niveaux de gouvernement, que ce soit le gouvernement québécois, canadien ou à l'international, qui utilisent ces modèles-là. Je pense que la question portait sur savoir si c'est utilisé dans les processus décisionnels. Je ne pense pas que c'est utilisé présentement dans les processus décisionnels, mais je crois que c'est utilisé dans une optique de productivité. Donc, que ça soit de résumer des documents, de répondre à des questions.
Dans ces cas-là, j'ai eu vent de plusieurs utilisations, mais on ne l'a pas documenté de façon très, très rigoureuse à date. Puis on le voit, en tout cas du moins, j'ai vu ça aussi en France, tout le mouvement de créer des robots conversationnels pour ramasser l'information qui va être redistribuée aux citoyens. Donc, je sais qu'en France, il y a le robot conversationnel Albert. Au Québec, on réfléchit aussi beaucoup à ça. Donc, c'est vraiment... ça soulève aussi des questions au niveau du travail, etc. Mais on mentionne en même temps que c'est pour justement dégager l'agent qui répond aux citoyens pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur... des dossiers là, qui sont peut-être plus complexes, plus difficiles à gérer, mais du moins l'information qu'on appelle de première ligne pourrait être distribuée par des robots conversationnels. Donc, je reviens de Corée, je sais qu'ils font beaucoup de robots conversationnels autour de l'IA générative, justement pour que ça soit l'interface avec le citoyen. Je ne vois pas d'autres questions au micro. Moi, je vais en poser. Ah oui! Gênez-vous pas pour aller au micro. Et dire à qui s'adresse votre question. Christian Lévesque, ça s'adresse à tout le monde, à tous les membres du panel. Et ça fait suite à la question que monsieur a posée. Mais moi, je me demande quel est le rôle de l'État en termes de régulation. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le free-for-all. Hein, il n'y a pas de règles. Comment l'État doit-il intervenir? Il y a les citoyens, mais il y a aussi les acteurs de la société civile, les groupes, les associations, les syndicats notamment. Est-ce qu'on peut leur créer de l'espace pour qu'ils puissent intervenir et comment on pourrait créer cet espace-là? Merci. Martin? Nadia? Nadia, vas-y. Oui, c'est vraiment trop large, la question, mais moi, je vais juste, ça me fait réfléchir à ce qu'on a fait à l'Université Laval concernant les principes directeurs de l'utilisation de l'IA générative. Je ne sais pas si ça rentre dans la réponse, mais juste la réflexion sur l'utilisation de l'IA, c'était une réflexion vraiment qui est avec la communauté de l'Université Laval. Et puis, un de nos premiers principes, c'est vraiment garder l'humain qui va prendre la décision en fin de compte s'il va ou elle va utiliser l'IA générative ou pas. Donc, ça revient à nos enseignants de décider s'ils vont intégrer ça dans leur cours, mais aussi à l'étudiant lui-même s'il va l'utiliser ou pas. Et puis après, il y a plusieurs autres principes, mais pour pouvoir venir avec ces principes-là, on a eu tout un groupe de travail qui, après, on a impliqué la communauté, puis on a eu beaucoup de réflexions de la communauté pour arriver avec des décisions. Donc, je crois que c'est vraiment cette ouverture, cette transparence qui peut impliquer le plus de... quand on parle de vraiment des groupes. Donc ça, c'est le premier exemple qui vient à ma tête concernant de l'implication vraiment de la communauté dans les décisions. Christophe, vous voulez ajouter quelque chose? Non, oui. Tu m'as dit oui. Oui, en fait, je voulais parler sur la question de la régulation et sur la régulation d'ensemble. Mais du point de vue de l'environnement. En fait, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans une démocratie libérale où les initiatives des entreprises sont assez libres, et on peut se demander si toutes les initiatives décentralisées d'éco-conception des entreprises sont pertinentes aujourd'hui. Est-ce qu'on va prolonger artificiellement la vie d'objets et de services non pertinents par rapport aux limites planétaires? Par exemple, entre un frigo connecté qui commande la pinte de lait, des métavers ou des IA génératifs pour s'amuser, et de l'autre côté, le fonctionnement d'une salle d'opération à l'hôpital ou un système d'intelligence artificielle pour l'environnement, face au climat, on a peut-être besoin de faire un discernement technologique. Est-ce que tout projet d'éco-conception ou de conception sociale, responsable, est pertinent? Alors, on pourrait dire qu'on a besoin d'un cadre qui va donner une vision globale sur les trajectoires de décarbonation par pays, par secteur, avec délibération sur ce qu'on doit rediriger, interrompre, optimiser ou pas, c'est-à-dire une forme de planification écologique délibérative qui viendrait compléter les initiatives libres des entreprises. Donc peut-être une sorte de gouvernement par holistique, par l'ensemble, avec une vision sur là où on veut aller, en même temps qu'une certaine liberté des entreprises. Aujourd'hui, on a peut-être
un peu trop de liberté des entreprises et on a besoin d'un peu plus de cadres régulateurs. Je poserai une dernière question pour conclure ce panel-là, puis ça rejoint la dernière question qui a été posée, justement, la place de la société civile, les citoyens, etc. À l'Observatoire, on parle beaucoup d'aligner. Hein? Il y a une question d'alignement en phase avec les valeurs humanistes. Et je poserai la question à Joël. Croyez-vous que l'approche de l'IA par les grands modèles de langage peut fournir une ressource alignée en phase avec les valeurs humanistes? Parce que l'alignement est une question sur toutes les lèvres présentement, du moins au niveau des chercheurs en IA. Mais quand on est chercheur en sciences humaines et sociales et santé, cet alignement-là, pour nous, a une très grande valeur et une très grande préoccupation. Elle est ancrée dans les besoins de la société. Et parfois, le discours vient en confrontation avec la vision de l'alignement technique. Et j'aimerais bien avoir votre avis là, sur ces grands modèles de langage-là dont certains ont abandonné. Je ne sais pas pour quelle raison on a abandonné cette question-là d'alignement, mais... En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils ont abandonné la question de l'alignement. Non, pas du tout. Je pense que la question de l'alignement se pose absolument. Laissés à eux-mêmes, les modèles de langage seront très peu alignés ou seront alignés aux données brutes, qui est seulement une partie de l'information. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait pour l'alignement. Ceci dit, est-ce que ce travail-là est informé avec la diversité de points de vue qu'elle devrait l'être? Probablement pas. Présentement, l'alignement se fait avec des protocoles qui sont déterminés par des ingénieurs, puis après ça, qui sont menés par des grandes communautés d'annotation qui sont recrutées un peu partout à travers le monde, là. Donc, je ne pense pas que c'est un alignement qui est nécessairement informé par des gens qui ont réfléchi aux enjeux sociaux ou culturels. Donc, il y a énormément de potentiel de le faire, d'amener une réflexion plus diversifiée, plus éthique à cette phase-là. C'est une des phases. Il y a différents endroits où l'alignement peut se faire. Là. Présentement, ça se fait beaucoup au niveau du post-entraînement des modèles. Mais je pense qu'il faut absolument. Il faut développer des moyens de le faire. Et puis, il faut trouver une façon de rassembler un peu ces expertises-là. Là. Le milieu technique bouge très rapidement. Donc, il faut savoir aligner la vitesse de croisière pour que la passation d'informations se fasse. Non, mais merci. En tout cas, du moins, on est, je pense, au début de la réflexion là, de cette question-là. Puis oui, c'est vrai que ça se fait au niveau du poste, mais c'est important, en tout cas, du moins, pour les chercheurs qui travaillent sur les impacts sociétaux, que ça se trouve en amont aussi. Eh bien, merci, chers panélistes, de vous être prêtés à cet exercice de discussion sur 3 volets que sont la santé, l'éducation et l'environnement. Alors, je vous remercie beaucoup. Je pense seulement Alors, ça m'amène justement à la fin de ça, c'est-à-dire au fameux lancement de notre état de... Oups, pardon, il faut que je mette mes lunettes. J'aimerais tellement ne plus m'en passer. Au lancement de l'état de la situation sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, qui est une nouvelle publication annuelle, qui se veut annuelle en passant de l'OVIA. Donc, je vous invite à suivre la prochaine en 2025. Et je remercie Joël de s'être prêté à cet exercice parce que pour nous, c'était très important d'avoir un chercheur en IA qui intègre justement certains aspects des impacts sociétaux et qu'on puisse poursuivre du moins ce dialogue-là. Donc, ce rapport annuel permet de prendre le pouls de la recherche scientifique sur des sujets de société. Comme Carole Jabet l'a mentionné au début, la publication est structurée autour des 7 axes de recherche de l'OVIA que sont la santé, l'éducation, le travail et l'emploi, l'éthique et la gouvernance, le droit, les arts et médias et la transition socio-écologique. Donc, vous vous doutez qu'on ne pouvait pas avoir les 7 personnes du panel aujourd'hui. Alors, l'année prochaine, on aura d'autres axes. Et le document, vous allez voir, est construit autour de l'actualité scientifique, les principaux débats qui ont cours et qui mettent en évidence les principaux enjeux sur la thématique abordée.
Vous verrez aussi un cas d'usage qui est présenté et qui sert à illustrer un concept en particulier et des pistes d'action qui sont proposées. Le but est de recenser sous un angle critique et interdisciplinaire les grandes questions de recherche soulevées par le déploiement progressif de ces nouvelles technologies. Le document dresse aussi un portrait inédit de l'apport des sciences de la santé humaine et sociale dans ce domaine d'importance majeure pour notre société. Il s'agit d'un outil complet et indispensable, nous l'espérons, pour accompagner la prise de décision de tous les secteurs qui sont bouleversés par ce changement. Le panel de ce midi vous a donné un bref aperçu de ce que contient l'état de la situation d'après 3 thématiques que sont la santé, l'éducation et l'environnement. Je vous invite vraiment à prendre connaissance de cet état de la situation et à le lire plus en détail et de voir par le fait même la contribution scientifique de chacun des co-responsables qui dirigent des axes à l'Observatoire. Alors, je vous remercie à tous. Merci à ceux qui étaient en ligne et qui sont restés jusqu'à la fin. Et merci à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci à toutes et tous. Je voulais juste vous toucher mot pour vous indiquer que l'enregistrement de cet événement va être mis en ligne dans les prochains jours. Vous pouvez donc dès maintenant télécharger ou consulter en ligne le rapport. Vous le trouverez également sur le site dans la section ressources et publications. Et enfin, pour ceux qui sont avec nous en personne, vous trouverez du café et des rafraîchissements à la sortie. Donc n'hésitez pas à rester un petit peu pour échanger ensemble et discuter. Voilà. Merci beaucoup.